C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce rapport de l'ONU sur l'implication du Rwanda dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce document qui n'a pas encore été officiellement publié, Kigali est accusé d'avoir fourni des armes, des uniformes et des munitions aux rebelles du M23. Les détails avec notre correspondante à Kinshasa dans ce journal. La Côte d'Ivoire qui espère la libération de ses 46 détenus au Mali, 46 soldats détenus au Mali. Une délégation ivoirienne est arrivée à Bamako ce jeudi alors que la CEDEAO a exigé leur libération avant le 1er janvier. Où en sont les discussions? Nous poserons la question à Serge Daniel, notre confrère d'RFI. Et à la fin de ce journal, nous irons au Nigeria, où une célèbre plasticienne française a voulu rendre hommage aux Chibok Girls, ces jeunes filles kidnappées par Boko Haram en 2014. 108 d'entre elles sont toujours captives. L'artiste Prune Nourri a supervisé la réalisation de 108 têtes en terre cuite représentant ces jeunes filles pour lutter contre l'oubli. Reportage à suivre. Rien de nouveau dans ce rapport de l'ONU. Il a fuité et il n'a pas encore été officiellement publié. Dans ce document, des experts établissent l'implication du Rwanda dans le conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Kigali est accusé d'apporter un soutien aux rebelles du M23. Ce n'est pas la première fois. Le Rwanda a à plusieurs reprises rejeté ces accusations. Pour le moment, pas de réaction du côté rwandais, mais la République démocratique du Congo. Mais pour la République démocratique du Congo, ce rapport est très attendu. Notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazaraki-Bangula, a pu consulter le rapport. Elle nous en livre ses détails. Écoutez. Le Rwanda a fourni des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23 pour mener des opérations militaires sur le territoire congolais. C'est ce qu'affirment des experts des Nations Unies dans un nouveau rapport qui n'est pas encore publié, mais que nous avons pu consulter. Alors, ce rapport de plus de 200 pages documente des attaques des localités menées par le M23 dans la province du Nord Kivu. Et les experts onusiens disent avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces rwandaises en RDC. Alors ces preuves, ce sont des témoignages des habitants des localités attaquées et de la société civile sur place, mais aussi des photos prises sur place et par drone. Alors sur ces photos, on peut voir des munitions utilisées par l'armée rwandaise et récupérées par les forces armées congolaises, mais aussi des hommes portant des uniformes et du matériel connu pour être utilisé par les forces rwandaises. Le rapport documente des faits qui se sont produits entre novembre 2021 et octobre 2022. Alors c'est un rapport très attendu ici à Kinshasa car les autorités dénonçaient depuis plusieurs mois le soutien rwandais aux rebelles du M23. Des accusations qui jusque-là avaient du mal à être entendues. Des sources politiques en coulisses dénonçaient l'inaction de la communauté internationale. Désormais, le Rwanda est aussi accusé par les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir les rebelles du M23. Malgré tout, Kigali continue de nier et accuse à son tour Kinshasa d'instrumentaliser un conflit à des fins politiques. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet vont-ils être libérés prochainement? En tout cas, les négociations se poursuivent. Une délégation officielle ivoirienne est arrivée ce jeudi à Bamako et la CEDEAO maintient la pression. Les chefs d'État ouest-africains ont exigé leur libération avant le 1er janvier. Pour en parler, nous retrouvons Serge Daniel, journaliste à RFI. Bonsoir Serge. Où en sont les discussions? Est-ce que les familles ivoiriennes des soldats peuvent espérer les revoir bientôt? Alors en tout cas, on peut parler de décrispation dans ce dossier entre les deux pays. Ici, au Mali, lors de la rencontre à Bamako, en présence du médiateur togolais, les deux parties ont accepté de signer un document. On n'a pas encore tous les détails, mais d'après nos informations, ce dit document signé renforce les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire et il devrait permettre également d'obtenir une issue heureuse dans le dossier des 46 militaires ivoiriens détenus depuis 5 mois à Bamako. D'ailleurs, geste important ce jeudi, le gouvernement malien a autorisé la délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État chargé de la Défense à rencontrer les militaires arrêtés. Ils se portent plutôt bien. Alors maintenant, passeront-ils les fêtes de fin d'année en famille? Seront-ils libérés? Une source très au fait du dossier reste optimiste, mais rappelle quand même qu'il y a des obstacles administratifs, voire judiciaires à lever. Par exemple, le dossier ayant été entre-temps judiciarisé. Et notre interlocuteur d'ajouter avec un brin d'humour, impossible n'est cependant ni malien,
ni ivoirien. Merci beaucoup Serge Daniel, journaliste à RFI, merci pour toutes ces précisions. Et puis, concernant le Mali, sachez que la quasi-totalité des groupes armés maliens signataires d'un important accord de paix au Mali en 2015, dont l'ex-rébellion Touareg, ont suspendu jeudi leur participation à cet accord dit d'Alger. Ces groupes ont tous pointé du doigt l'absence persistante de volonté politique, je cite, de la junte au pouvoir pour la mise en œuvre de cet accord. Une peine exemplaire et dissuasive, c'est ce qu'a requis le procureur général dans le procès de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Après 2 heures de plaidoirie, Richard Adou a demandé la perpétuité pour les 4 accusés présents physiquement au procès. La correspondance à Abidjan de Sophie Lamotte. L'audience est ouverte aujourd'hui dans une ambiance assez pesante. Ça a commencé avec 1 minute de silence pour les 19 personnes tuées dans cette attaque. Ils ont cité le nom de toutes les personnes qui ont perdu la vie ce jour-là, ou en tout cas toutes celles qui ont pu être identifiées. Hier, le procureur a requis la prison à perpétuité pour les 4 accusés ainsi que pour les 6 cerveaux de l'attaque qui ne sont pas présents à cette audience aujourd'hui, qui n'ont pas été présents depuis les 3 dernières semaines. Et l'avocat de la défense a justement demandé à ce que les juges ne confondent pas ce qu'ils ont appelé la justice avec de la vengeance. Ils ont justement basé leur défense sur l'idée que tous ne devraient pas avoir la même sentence, que certains qui sont considérés comme les petites mains de cette attaque, les personnes qui auraient conduit les attaquants, qui auraient logé les attaquants et qui auraient organisé les armes pour cette attaque, ne devraient pas, d'après l'avocat de la défense, recevoir la même peine que les cerveaux de l'attaque, comme on les appelle. On part à présent au Burkina Faso. Vous le savez, la crise sécuritaire a des conséquences directes sur le commerce. Les attaques terroristes freinent l'arrivée des investisseurs et selon de nombreux spécialistes, elles réduisent le taux de croissance du pays. Une situation qui pénalise surtout les commerçants. Ange Nomagno est allé à leur rencontre. Reportage. Du riz local burkinabé, prêt pour livraison. La marchandise doit être acheminée vers Dori au Sahel, dans la région du Nord-Est. Ousmane Maïga, le chauffeur, est un habitué du trajet. Depuis que les terroristes ont envahi ces zones de service, sa clientèle a drastiquement baissé. Les clients ont peur de commander maintenant beaucoup. Ils peuvent perdre parce qu'on peut croiser le camion, brûler, on ne sait pas quelque chose qui peut arriver. Voilà. Ils peuvent perdre le camion aussi, donc tout est possible, tout est là-bas. On a tellement peur parce que dès qu'on quitte Kaya pour rentrer à Dori, vraiment on a peur. On ne sait pas quelque chose qui peut nous arriver. Avant l'arrivée du terrorisme, Ousmane pouvait effectuer 8 livraisons de marchandises par mois. Mais depuis 2015, il arrive à boucler à peine 4 livraisons. Selon le vice-président de la Chambre du commerce burkinabé, cette situation affecte également les échanges intra-régionaux. Naturellement, vous savez qu'il y a des frontières maintenant qui sont difficilement praticables, notamment au niveau de l'Est. Donc ce qui contraint les acteurs de la chaîne logistique, notamment transporteurs et logisticiens, même si lorsqu'ils passent par certains ports, ils sont obligés de contourner et faire de très longues distances pour pouvoir donc approvisionner le pays. Comme la plupart des pays africains, le Burkina Faso importe plus de produits qu'il exporte. La crise sécuritaire a donc des effets négatifs sur le commerce dans la mesure où elle réduit considérablement le taux d'importation. Pour cet économiste, les autorités burkinabées ont intérêt à redorer l'image du pays pour attirer les investisseurs. Il faut que le Burkina Faso arrive à présenter donc un niveau de risque modéré ou même faible pour que les investisseurs puissent avoir davantage confiance et rester au sein donc, du pays ou accroître leur activité donc, au sein du pays. Après le coup d'État de septembre, les États-Unis ont décidé d'exclure le Burkina Faso de l'AGOA, qui est une loi de facilitation des échanges commerciaux avec les entreprises américaines. Un premier contingent de soldats somaliens envoyés pour s'entraîner en Érythrée est rentré au pays après des mois de rumeurs sur leur déploiement secret dans le Tigré, la région en proie à une guerre en Éthiopie. Pendant des mois, les familles étaient restées sans nouvelles. Elles avaient manifesté pour demander où étaient leurs proches. Caroline Lamboli. Un soulagement pour les familles. Mardi,
Le ministre somalien de la Défense a évoqué le sort des soldats somaliens envoyés pour s'entraîner en Érythrée. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une bonne nouvelle qui est importante pour le peuple somalien et qui constitue une étape fondamentale dans la lutte contre Al-Shabaab. Le premier groupe de soldats somaliens entraînés en Érythrée est rentré en Somalie. Les autres seront de retour dans les prochains jours. Ils rejoindront la lutte contre Al-Shabaab. Aucun détail sur leur nombre. La présence de ces soldats en Érythrée reste entourée de mystères. Selon certaines familles, leurs fils avaient été recrutés pour travailler au Qatar. Mais ils s'étaient retrouvés en Érythrée, où ils auraient été contraints de servir dans l'armée. Certains auraient été envoyés au combat de l'autre côté de la frontière, dans la région du Tigré, en Éthiopie. Après des mois de manifestations et le silence radio de la part de l'administration précédente, le président nouvellement élu, Hassan Sheikh Mohamed, s'est rendu en Érythrée en juillet, puis à nouveau en novembre. Il y a rencontré des soldats somaliens et en juillet, un porte-parole rompt le silence. 5000 soldats étaient portés disparus. Ils ont été retrouvés. Le gouvernement précédent n'a pas communiqué avec le peuple au sujet de ces soldats, et donc les gens ont fait circuler des rumeurs. Le processus pour leur rapatriement est en cours. Le président somalien a indiqué lundi que tous les soldats présents en Érythrée seront rentrés d'ici janvier. Les visages en terre cuite des Chibok Girls, ces jeunes filles enlevées par Boko Haram en 2014. 108 d'entre elles sont toujours en captivité. Pour lutter contre l'oubli, Prune Nourri, une plasticienne française, s'est inspirée de sculptures ancestrales Yoruba pour représenter celles qui sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Reportage de notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis. Impossible pour ces femmes de contenir leurs émotions devant ces sculptures. Leur fille compte parmi les ex-lycéennes de Chibok, toujours détenues par Boko Haram. Malgré 8 ans de souffrance, ces mamans ont accepté que 108 visages de Chibok Girls soient sculptés pour la postérité. Je suis très heureuse aujourd'hui. Même si ce n'est pas maintenant, même si cela va prendre 1 an ou 2 ans ou 10 ans, je reste persuadée que ma fille sera libre un jour. Ces sculptures ne peuvent que nous aider. Prune Nourri dirige cette performance. L'artiste plasticienne s'inspire des artisans Yoruba du XVe siècle. Elle montre les bons gestes à ses étudiants nigérians. Sculptrice mondialement reconnue, Prune a mûri ce projet durant de longues années avant de collaborer avec l'université d'Ile-Ife et son département des Beaux-Arts. Je voulais que ça se passe à Ife, mais je ne savais pas avec quels artisans collaborer. Il n'y a plus d'artisans ici, c'est très dur à trouver, en tout cas on n'en a pas trouvé. Mais l'université a fait sens et effectivement on a eu un coup de foudre pour les professeurs ici, le professeur du département d'art qui sont incroyables, qui ont une philosophie incroyable. Ces 108 têtes de Chibok Girls expriment un message fort contre la domination masculine et cette installation est essentielle selon cette jeune femme. Aminat Keki est la première ex-lycéenne de Chibok à s'être échappée du sanctuaire de Boko Haram. Elle redoute l'indifférence autour du sort des Chibok Girls, toujours otages. Je pense que cette exposition va être utile pour les filles de Chibok encore en captivité. Lorsque le monde entier verra ces sculptures, elles seront heureuses de savoir que les gens parlent encore d'elles. Elles ne sont pas totalement oubliées, même si le gouvernement est resté silencieux à leur sujet depuis un certain temps. Prune Nourri veut rompre ce silence. Ces 108 têtes en terre cuite vont voyager en Europe, en Amérique et en Afrique pour que les Chibok Girls ne sombrent pas dans l'oubli. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à notre stagiaire, Raphaël Guimprost. Merci à nos correspondants, sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve dès l'année prochaine. Mais le Journal de l'Afrique continue sur France 24. Dès demain, ce sera avec Anthony Saint-Léger et Khalid Doussi aux manettes. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.